Pendant plus de 20 ans, une autoroute française est devenue la scène de crimes atroces. Jeunes femmes disparues, corps retrouvés, familles brisées. Tout cela le long d'un même axe, l'autoroute A6. Des milliers de voitures y circulent chaque jour, mais quelque part, un prédateur rôde, laissant derrière lui une série de non résolus. Qui est-il? Pourquoi personne n'a-t-il jamais été arrêté? Aujourd'hui encore, le mystère persiste et les familles, elles, n'ont toujours pas obtenu justice. L'autoroute A6 est-elle une simple route ou l'œuvre d'un... Vous allez découvrir la vérité derrière ces disparitions glaçantes. Nous sommes en novembre 1986, une route sombre bordée par les arbres dénudés de l'automne à travers la campagne bourguignonne. Cette route, c'est l'un des axes principaux de la région, l'autoroute A6. Ce soir-là, Sylvie Aubert, une jeune femme de 23 ans, quitte son poste de caissière à l'hypermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône. Il est 21h et elle prend son scooter pour rentrer chez ses parents, dans le petit village de Saint-Loup de Varennes. Mais Sylvie n'arrivera jamais à destination. Le lendemain matin, son père, inquiet de ne pas la voir revenir, décide de partir à sa recherche. Au bord de la route, il découvre le scooter de sa fille renversé sur le bas-côté. Le sac à main de Sylvie est encore accroché au guidon, mais d'elle, aucune trace. Un détail glaçant attire immédiatement son attention, une chaussure abandonnée au milieu de la chaussée. La panique s'installe, la police est appelée et très vite, tout le monde comprend que quelque chose de grave est arrivé. Mais les heures passent et toujours aucune nouvelle de Sylvie. Quelques mois plus tard, c'est dans une petite rivière de la région que son corps nu est retrouvé. Frappé, agressé et... Ses poignets sont liés avec du fil de fer et son pull est tiré sur sa tête. Ce n'est pas un accident. Sylvie a été brutalement assassinée. Mais ce qui arrive à Sylvie n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, des jeunes femmes disparaissent le long de cette autoroute, parfois retrouvées mortes dans des circonstances tout aussi troublantes. Certaines ne seront jamais retrouvées. Les premières disparitions remontent à 1984, lorsque deux cousines belges, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, 22 ans, disparaissent mystérieusement en faisant du stop après avoir visité la région. Elles avaient tout prévu. Un road trip en toute liberté, de Mâcon à Aix-les-Bains. Mais après un dernier appel à leur famille pour les rassurer, elles se volatilisent, laissant leurs proches dans une angoisse sans fin. Personne ne les reverra jamais. Entre 1984 et 1997, 14 jeunes femmes, toutes jeunes, toutes pleines de vie, ont disparu ou ont été retrouvées mortes, leur vie brutalement interrompue, le long de ce même axe routier. L'autoroute A6, celle que tant de Français empruntent chaque année pour rejoindre le sud ou revenir vers Paris, est devenue l'axe d'un mystère effrayant. On parle désormais des disparus de l'A6. Face à ces disparitions, la police se retrouve démunie. Les enquêtes démarrent, mais très vite elles piétinent. Les preuves sont rares, les témoignages sont très flous, et les corps retrouvés, quand ils le sont, ne livrent aucun indice. Pourtant, les familles refusent de croire à de simples coïncidences. Pour elles, il y a quelque chose de bien plus sombre derrière ces mots. Elles n'ont qu'une seule certitude, quelqu'un rôde quelque part. Mais ce que les criminels n'avaient pas prévu, c'est la ténacité des familles. Année après année, elles refusent de se taire. Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry, en 1996, devient le visage de cette lutte pour la vérité. Avec d'autres familles, elle crée l'association Christelle, déterminée à obtenir des réponses et à rouvrir les enquêtes. Pour ses parents, c'est une guerre contre l'oubli. Tant que la justice n'a pas fait son travail, tant que les criminels courent toujours, ils ne s'arrêteront pas. Le long de l'A6, une route fréquentée par des milliers de voyageurs chaque jour, l'ombre d'un tueur ou de plusieurs continue donc de planer. Des questions demeurent. Qui est responsable de ces morts ?
Pourquoi ces jeunes femmes? Et surtout, pourquoi personne n'a encore été arrêté? Après la découverte du corps de Sylvie Aubert en 1986, une inquiétude sourde s'empare des habitants des régions bordant l'autoroute A6. Mais pour les enquêteurs, ces crimes ne sont pas encore reliés. Pour eux, ce sont des faits isolés, sans lien apparent. Mais les familles des victimes, elles, ne peuvent s'empêcher de remarquer les similarités. Le 20 août 1984, Françoise et Marie-Agnès, deux cousines belges de 22 ans, téléphonent à leur famille depuis la gare de Mâcon. Elles sont en vacances, elles sont insouciantes et viennent de faire du stop avec un chauffeur routier. Leur destination, Aix-les-Bains, où elles prévoient de faire de la planche à voile. Mais ce qui devait être une aventure estivale tourne au cauchemar. 2 jours plus tard, elles sont aperçues pour la dernière fois sur le quai Lamartine, sac à dos, prêtes à prendre la route. Et puis, plus rien. Leur disparition est totale. Aucun témoin, aucun indice. Elles semblent s'être volatilisées. Les autorités belges et françaises sont prévenues. Mais malgré les recherches intensives, aucune trace de Françoise ni de Marie-Agnès ne sera jamais retrouvée. Maintenant, Sylvie Aubert, 1986. 2 ans après la disparition des cousines belges, Sylvie est brutalement arrachée à la vie. Son corps est découvert dans une rivière locale, dénudée, avec des signes évidents de violence physique et sexuelle. Ses poignets liés par des fils de fer, son foulard utilisé pour les... Une mise en scène macabre qui hante encore les enquêteurs. Mais là encore, aucune piste tangible ne permet de remonter jusqu'à son assassin. Le 28 décembre 1996, c'est le corps de Christelle Blétry, une lycéenne de 20 ans, qui est découvert dans un village près de Blanzy. Son corps porte les traces d'une attaque d'une violence extrême. 123 coups de couteau. La sauvagerie de l'attaque choque toute la région. L'enquête démarre, mais comme pour les précédentes victimes, elle s'enlise rapidement, faute de preuves et de témoins crédibles. Les enquêtes se succèdent, mais les résultats tardent. Une question taraude alors les esprits, ces crimes sont-ils liés? Un tueur en série rôde-t-il vraiment le long de l'autoroute A6? Certains enquêteurs commencent à émettre des hypothèses. Et si ces disparitions faisaient partie d'un schéma plus vaste? Et si quelqu'un se servait de l'autoroute A6 pour se fondre dans la masse des automobilistes, enlevant et tuant ses victimes avant de disparaître sans laisser de traces? Mais d'autres rejettent cette théorie, convaincus qu'il s'agit d'une série de tragédies indépendantes. Ce qui rend l'affaire encore plus déroutante, c'est l'autoroute elle-même, l'A6. Elle est l'une des artères principales de France, empruntée par des milliers de conducteurs chaque jour. Elle traverse des zones rurales, des forêts, des champs, des zones peu éclairées la nuit. C'est un terrain de chasse idéal pour un prédateur qui voudrait agir en toute discrétion, puis disparaître dans la foule. Mais ce tueur, s'il existe, est-il un homme du coin ou un inconnu de passage? Petit à petit, les enquêteurs, aidés par les familles de victimes, commencent à établir des similitudes troublantes entre certaines affaires. Toujours des jeunes femmes, toutes âgées entre 16 et 25 ans, des victimes souvent isolées se déplaçant seules et retrouvées dans des conditions similaires. Poignets liés, vêtements déchirés, corps mutilés. Et pourtant, malgré les recoupements, rien ne permet encore de relier ces crimes de façon certaine. Les enquêteurs se heurtent à un manque flagrant de preuves matérielles. Les indices sont rares, les témoins encore plus. Pour la famille Blétry, la frustration est immense. Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle, est dévastée, mais elle refuse de se laisser abattre. Elle fait appel à des avocats, écrit des lettres aux autorités et elle harcèle même les enquêteurs. Les familles de Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, de leur côté, refusent également de laisser tomber. Mais le temps passe et les réponses n'arrivent toujours pas. Les meurtres et disparitions qui jalonnent l'autoroute A6 auraient pu, comme tant d'autres affaires, tomber dans l'oubli. Mais les familles des victimes refusent de baisser les bras. Parmi elles, une femme va devenir l'incarnation de cette lutte pour la vérité, Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle. Lorsque Christelle est retrouvée en décembre 1996, Marie-Rose est brisée. Mais au lieu de sombrer, elle transforme son deuil en une bataille sans relâche. Rapidement, elle se rend compte que sa fille n'est pas la seule victime d'une série de non élucidées. Avec d'autres familles, elles fondent l'association Christelle, un groupe qui vise à rassembler les parents des victimes pour réclamer justice. Ils ne veulent pas simplement des réponses, ils veulent que les affaires soient rouvertes et que les responsables soient enfin traduits
en justice. Le problème, c'est que cette quête pour la vérité est semée d'embûches. Les années passent et les dossiers s'enlisent. Les scellés disparaissent ou sont détruits par manque de place dans les tribunaux. Les juges classent les affaires faute de preuves suffisantes. Mais pour les familles, c'est un choc supplémentaire. Comment la justice peut-elle abandonner alors que des affaires courent toujours en liberté? Marie-Rose et d'autres familles, comme celle de Sylvie Aubert ou des cousines belges Françoise et Marie-Agnès, doivent se battre contre un système judiciaire qui semble aussi impuissant qu'indifférent. Elles se heurtent à des procureurs qui ferment les dossiers, mais pour elles, il est hors de question d'abandonner. Plus le temps passe, plus la frustration grandit. Les familles et leurs avocats, Corinne Herman et Didier Seban, dénoncent publiquement l'incapacité de la justice à traiter ces affaires correctement. Pour eux, la lenteur des procédures, le manque de moyens et les erreurs accumulées au fil des années ont saboté les enquêtes. En 2011, un choc supplémentaire frappe les familles. Certains scellés, pourtant cruciaux, ont été détruits. Les vêtements de Christelle Blétry, des objets appartenant à d'autres victimes, tout a été incinéré. La justice invoque une routine administrative, mais pour les familles, c'est une erreur impardonnable. Pourquoi la justice se débarrasse-t-elle des preuves, demande Marie-Rose lors d'une conférence de presse. Comment peut-on espérer résoudre ces affaires si les preuves disparaissent? Elle est furieuse, et elle n'est pas la seule. L'association Christelle multiplie les actions judiciaires, les lettres ouvertes, et finit par obtenir que certaines affaires soient réouvertes, notamment celle de Sylvie Aubert. Les voix des familles se font de plus en plus entendre. Marie-Rose Blétry devient une figure publique qui est invitée dans les médias pour parler du combat incessant qu'elle mène pour sa fille, mais aussi pour les autres victimes disparues de la SIS. Elle raconte la douleur de chaque jour sans réponse, la souffrance de vivre avec l'idée qu'un tueur est peut-être encore en liberté. Et d'autres familles suivent, comme celle de Virginie Bluzet, 21 ans, retrouvée morte en 97, ligotée et bâillonnée. Son père, Michel Bluzet, exprime son désespoir en direct à la radio. « Je veux connaître la vérité avant de partir. C'est tout ce que je demande. On ne peut pas renoncer. » Pour les familles, la vie est devenue un combat permanent. Elles décrivent des lettres, harcèlent les procureurs, se battent pour que la justice ne referme pas les dossiers. Elles savent que chaque jour qui passe sans réponse les éloigne un peu plus de la vérité. Elles n'abandonneront pas. Pour elles, c'est une question de devoir envers leurs enfants disparus. Elle dit même dans une émission télé: on doit se battre non seulement contre les criminels, mais aussi contre le système qui abandonne les familles. Malgré tout, l'espoir persiste. Grâce aux nouvelles techniques d'analyse ADN et à la ténacité des familles, certains dossiers commencent à avancer. Et en 2014, Pascal Jardin, un ouvrier agricole, est arrêté. Son ADN le relie au meurtre de Christelle Blétry, 18 ans après les faits. C'est une première victoire pour l'association, mais ça ne suffit pas. Pascal Jardin est-il responsable d'autres meurtres? Que s'est-il réellement passé le long de la SIS? Après des années de silence et d'impasse judiciaire, l'enquête sur les disparus de la SIS connaît un premier tournant majeur en 2014, parce que grâce aux avancées de la science et au prélèvement ADN, un suspect est enfin identifié dans l'affaire de Christelle Blétry. Son nom, Pascal Jardin. Mais qui est-il? Pascal Jardin, c'est un ouvrier agricole, distrait. Vous savez, comme on dit, ce monsieur était discret, il disait toujours bonjour. Monsieur tout le monde, quoi. Il est âgé de 57 ans et vit dans une petite ville des Landes. Ce père de famille, en apparence sans histoire, est mis en examen pour le meurtre de Christelle Blétry, car son ADN prélevé en 2004 après une tentative d'agression l'a trahi. À l'époque, il avait déjà été condamné pour avoir agressé une jeune femme dans la région de Chalon-sur-Saône, pas loin de l'endroit où Christelle a été retrouvée. Lorsque les policiers frappent à sa porte, Pascal Jardin est très calme. Lors de sa garde à vue, il avoue rapidement le meurtre de Christelle et il déclare qu'il ne pouvait plus supporter sa vie et qu'il a agi par impulsion. Mais quelques jours plus tard, il se rétracte, laissant planer le doute. Est-il réellement coupable de ce meurtre? Et si oui, est-il responsable d'autres crimes le long de la SIS? Le passé de Pascal Jardin est assez trouble. Les enquêteurs découvrent rapidement qu'il est loin d'être l'homme sans histoire qu'il prétend être. Les langues se délient au fil des témoignages et ses proches décrivent un homme au comportement inquiétant, notamment envers les femmes de sa famille. Certains évoquent des violences verbales, d'autres des comportements obsessionnels. Mais malgré ces éléments troublants, rien ne permet encore de le relier directement aux autres et disparitions qui ont secoué la région.
Après son arrestation, Pascal Jardin avoue à plusieurs reprises avoir tué Christelle Blétry, avant de se rétracter. Son comportement durant l'interrogatoire intrigue les enquêteurs. Est-il un manipulateur cherchant à se jouer des autorités ou un homme brisé par ses propres pulsions destructrices? Pour les familles des autres victimes, ces rétractations sont une preuve de plus. Elles veulent savoir si Jardin est impliqué dans d'autres affaires similaires. Mais pour le moment, rien ne prouve qu'il soit coupable des autres disparitions. Pour Marie-Rose Blétry, c'est un soulagement partiel. Après des années de lutte, elle tient enfin un nom, un visage, celui de l'homme qui a pris la vie de sa fille. Mais elle sait que la bataille n'est pas encore gagnée. D'autres familles, dont les proches ont disparu le long de la 6, attendent toujours des réponses. Elles espèrent que l'arrestation de Pascal Jardin pourra débloquer d'autres enquêtes. Mais l'incertitude demeure. Si cette histoire vous a marqué, pensez à liker, à commenter et à partager pour maintenir vivante la mémoire de ces victimes. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où le mystère et l'injustice s'entrelacent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ensemble, faisons en sorte que ces drames ne tombent jamais dans l'oubli. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau dossier qui, je l'espère, saura éveiller votre curiosité et votre sens de la justice. Faites attention à vous.